Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Agri-Market Focus Amérique latine cet après-midi. Ce webinaire est organisé en partenariat avec le SPACE. Comme vous le savez, tous les ans, lors du SPACE, on a l'habitude d'organiser des Agri-Market Focus en présentiel sur le SPACE. Là, évidemment, en raison des conditions sanitaires et des événements, on a tout converti en webinaire. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le SPACE qui nous fait à nouveau confiance cette année pour être son partenaire et organiser et animer ces webinaires, ces Agri-Market Focus. Merci à Andrea également pour sa présence. Merci pour ton travail et ton intervention de cet après-midi. Je vais vous présenter Andrea un peu plus en détail tout à l'heure. Et je tiens à vous présenter aussi Isabelle Collin, qui est ma collègue chargée d'affaires du secteur agri-élevage pour BCI. Vous la connaissez certainement déjà pour la majorité d'entre vous. Un petit mot sur le fonctionnement de ce webinaire. Il se veut interactif. N'hésitez pas surtout à prendre la parole au fil de l'eau, au fur et à mesure de ce que l'on va dire pendant ce webinaire. Ça se veut interactif, comme les réunions qu'on avait l'habitude de faire en présentiel. Il n'y aura pas de temps questions-réponses à la fin. Je préconise vraiment, enfin mon souhait, c'est vraiment que au fur et à mesure des différents points qui vont être abordés, vous preniez la parole pour poser vos questions, nous exposer vos problématiques ou tout simplement pour partager vos expériences. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole en écrivant vos questions avec le petit module questions-réponses que vous avez normalement dans le bas de votre écran sur la petite barre de tâches. Si vous préférez prendre la parole de vive voix, je peux activer votre micro. Il suffit que vous me le demandiez par écrit et dans ces cas-là, j'active votre micro pour qu'on échange ensemble oralement. Je vais passer rapidement sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez tous, hein. Déjà, vous savez que nous sommes une association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On est là pour vous aider, entreprises bretonnes, dans votre développement international. Et notre autre mission est aussi d'identifier et d'accompagner les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Donc, il y a toute une équipe qui est répartie sur toute la Bretagne pour vous aider au quotidien, quels que soient vos projets. Et on s'appuie également sur un réseau mondial de plus de 200 prestataires basés dans plus de 100 pays, dont Andrea, avec nous cet après-midi, fait partie. Les différents services que l'on vous propose, c'est de l'aide à la structuration d'entreprises, du conseil technique et réglementaire, des réunions d'information ou des webinaires thématiques et sectoriels, comme c'est le cas cet après-midi. On vous accompagne aussi sur des salons professionnels à l'étranger en vous regroupant au sein d'un collectif régional. On organise également des missions sectorielles, des missions terrain à l'étranger. Depuis début 2020, on a monté en puissance ce qu'on appelle les délégations d'acheteurs. On vous propose des rendez-vous B2B, donc là ils sont en visio majoritairement. On vous propose des rencontres d'acheteurs, tout secteur, avec des opérateurs, des intégrateurs, des acheteurs par catégorie produits dans le domaine agroalimentaire, par exemple, de différentes enseignes, des rendez-vous avec des importateurs, des distributeurs. Vous retrouvez tout le programme de ces rendez-vous acheteurs sur notre site web, dans l'agenda, dans la rubrique rendez-vous acheteurs. On vous aide aussi dans votre développement commercial, comme je l'ai dit précédemment, pour toutes les phases de vente, d'achat, d'implantation et puis de ressources humaines. Avant de laisser la parole à Andrea et de la présenter, je vous rappelle que ce webinaire est filmé. Vous aurez à votre disposition le podcast sur notre plateforme BCI Info, ainsi que la présentation qui va vous être faite cet après-midi. Donc, pas de stress sur la prise de notes. Je vous enverrai, comme à mon habitude, la présentation une fois que le webinaire aura eu lieu. Donc, Andrea, je vais te laisser la parole. Donc, Andrea est fondatrice de Agora Executive Performance et Andrea est notre prestataire agréé basé en Colombie. Je te laisse te présenter, Andrea, et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci Karen, merci Isabelle, merci à la BCI pour m'avoir invitée. Merci à vous tous pour être là. Alors, Agora Executive Performance est créé en 2005 à Bogota avec un objectif de pouvoir accompagner en fait les entreprises françaises, européennes pour leur développement
commercial en Amérique latine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que l'on regroupe des différents spécialistes, si vous voulez, des avocats, des comptables, des personnes de terrain qui vont aller faire aussi du développement commercial, et on les met à votre disposition pour que vous puissiez en fait développer votre opération en Amérique latine. On part de la Colombie et puis on peut analyser donc les autres marchés. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En gros, on vous présente votre opération clé en main. On se met d'accord avec vous sur ce dont vous avez besoin et on évalue ensemble quelles sont les différentes possibilités et les besoins de votre entreprise. C'est vous qui prenez la décision et c'est pour ça donc aujourd'hui que je vais vous présenter les ouvertures que vous avez en termes de la filière agro en Amérique latine. On peut passer donc au sommaire. voilà, Le sommaire, il est assez dense, hein, vous le voyez. Donc, Andrea va nous parler au début d'une nuance très importante qu'il faut faire parce qu'on ne parle pas d'une Amérique latine, mais bien de différentes Amériques latines. Donc, on abordera quelques données générales et le contexte actuel. Et un point qu'on avait prévu à la fin, mais que l'on va remettre au début, sur les différents accords de libre-échange qui existent entre les différentes zones d'Amérique latine et l'Europe. Ensuite, on a pris le choix de faire le focus sur 3 pays, la Colombie, le Brésil et le Mexique. Et pour chacun des 3, on va balayer le secteur agricole, on va faire un bref panorama sur le secteur agricole, sur différentes filières d'élevage et sur, pour certains pays, les aspects réglementaires. Ensuite, on parlera des tendances et des opportunités à 5 ans. Donc ça, c'est l'avis d'Andrea, la vision d'Andrea sur les opportunités qui s'offrent à vous, entreprise bretonne. Et puis, elle vous donnera quelques conseils sur l'approche des différents marchés et sur le développement que vous pouvez faire dans les différents pays dont on va parler tout à l'heure. À toi, Andrea. Je te laisse la parole. Ok, donc, comme je vous dis, c'est un préambule. Si l'on parle de l'Amérique latine, on va commencer par se dire, bon, on est sur un semi-continent. Et je dirais 3 semi-continents complètement différents. Alors, l'Amérique latine, certes, un million d'habitants compte à peu près 650 millions, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on connaît comme les habitants de l'Union européenne. Ça fait partie, ça prend un 8,4% de la population mondiale, mais c'est très diversement réparti, si vous voulez. On est sur des territoires comme celui du Brésil, qui va avoir 200 millions d'habitants, par exemple, contre des tout petits États comme l'Uruguay qui n'est composé que de 3 millions. Alors, l'Amérique latine, certes, a un PIB que l'on peut trouver dans certaines littératures comme étant un PIB, disons, assez conséquent, si j'ose dire, qui est à hauteur de 44 317 dollars US, parce qu'il faut penser aussi qu'en Amérique latine, la référence va être surtout, va passer d'abord par le dollar US. Mais on va avoir, ça c'est en moyenne, si vous voulez. Mais on va avoir des fortes disparités depuis une Colombie, par exemple, dont le PIB est à 7 800 par habitant par an, au Chili, où on est sur 15 000 plus ou moins. Alors, quelle distance? Si vous décidez de faire des affaires avec l'Amérique latine, il faut penser à que l'on est en train d'établir une relation qui est de longue distance et qui doit donc s'investir dans le long terme, si j'ose dire. Alors, pour un vol Bogota-Paris, nous sommes sur 10 heures
des voyages, Santiago, nous en sommes sur 14. Les citoyens européens n'ont pas besoin des visas pour aller en Amérique latine. Mais cela n'est pas exactement la réalité si vous êtes investisseur. Cela ne veut pas dire que vous en aurez besoin. Cela veut dire que vous en avez besoin. Vous allez avoir une entrée de 3 mois libre, sans besoin de faire un visa pour les différents États d'Amérique latine, pour la Colombie, le Brésil, le Mexique, mais que si vous voulez, par exemple, avoir une installation dans les différents territoires, vous allez pouvoir, par exemple, demander des visas. Ça s'appelle en Colombie, par exemple, ça s'appelle la cédula. C'est la résidence définitive, ce qui va vous permettre, en fait, en tant qu'investisseur, d'avoir des possibilités de rester dans le territoire sans vous poser des questions, de sortir ou rentrer ou avoir une sorte de légalité. Pour vos travailleurs, c'est la même chose. Il existe aussi, disons, des différents types d'engagement quand vous êtes une entreprise multinationale, quand vous êtes une entreprise française qui opère, par exemple, en Colombie ou au Mexique, il y a des statuts différents pour les différents travailleurs. Pour vos travailleurs, que ce soit des gens qui voyagent pour travailler pendant 1 an, par exemple, ou que ce soit un exercice qui est beaucoup plus dans le long terme. Cela nous amène à penser, à nous poser les questions qui concernent en fait quelles sont les facilités d'investissement dans les Amériques. Et c'est là où l'on vous disait que l'on ne peut pas parler d'une seule Amérique latine. Certes, là, vous voyez une carte qui s'étend du Mexique à la Patagonie. Mais en réalité, et la Karen va nous le montrer, nous sommes sur différents types d'Amérique latine. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on ne peut pas en fait penser cette Amérique latine comme un seul ensemble parce que déjà, on n'est pas sur la même culture et on n'est pas sur la même culture d'affaires. Vous allez avoir des Amériques latines. Vous allez avoir une Amérique latine, par exemple, qui est une Amérique composée par les 3 pays du Nord, mais qui est la porte d'entrée à l'Amérique latine par le Mexique, qui est l'Amérique latine de l'ALENA, qui va vous donner des possibilités d'y accéder. On peut avancer. Qui va vous donner des possibilités, par exemple, d'accéder à d'autres marchés, pas en fonction de la clause de la nation la plus favorisée, dont je vais vous parler peut-être un peu plus tard, et qui va vous permettre d'accéder, par exemple, au marché du Canada ou des États-Unis en entrant vos produits d'une manière temporaire. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Mercosur, qui est donc cette Amérique latine. On peut avancer. Voilà. Donc, le Mercosur. Sur l'ALENA. Oui, on est. Oui. Le Mercosur, je reviendrai dessus. Donc, l'ALENA est un accord qui est très ancien, mais qui vient d'être réévalué, en fait, d'après l'entrée au pouvoir de M. Trump. C'est un accord qui naît en 1989 entre le Canada et les États-Unis pour favoriser, pour permettre en fait un échange facile de tout ce qui est que les produits agricoles et céréaliers, surtout céréaliers. Donc, ça aurait dû faciliter l'échange entre les 2 pays du Nord, mais le Mexique étant très, très impacté par cet échange-là, entre en 1992 et l'accord devient officiellement tripartite en 1994, comme vous l'avez là. Jusqu'en 2020,
on était sur un accord qui avait mis en place une élimination douanière pour tout ce qui avait à voir avec l'agriculture et les véhicules. Ce qui nous intéresse là, c'est les produits agro. Mais en 2020, à la suite, donc comme je vous dis, c'est dès l'entrée au pouvoir de Trump, on a une réévaluation donc, de cet accord. L'accord disparaît et nous sommes face à une nouvelle signature d'un nouvel accord qui est le ACUM que vous avez en face et qui en réalité, va nous permettre une sorte de modernisation de l'entrée pour tout ce qui est les produits issus de ce secteur céréalier. Aujourd'hui, c'est tout l'agro en fait qui est dedans. Et dans les principaux changements que vous allez trouver, vous avez un nouveau règlement d'importation temporaire des marchandises qui s'utilise beaucoup en Amérique latine, qui permet en fait de faire entrer des marchandises pour réexporter à l'intérieur de l'association, donc vers le Canada, les États-Unis ou le Mexique, avec une sorte d'extension d'impôts ou avec des impôts réduits. Donc, à l'intérieur de l'ALENA, vous allez être avec une taxe zéro. Et si vous réexportez et que vous utilisez l'ALENA comme hub, ça s'utilise aussi beaucoup, je vais vous le dire plus tard, mais si vous utilisez l'ALENA comme hub, vous allez avoir des stimulus, si j'ose dire, à l'investissement dans cette région du monde. Maintenant, si l'on passe au Mercosur, le Mercosur est un accord beaucoup plus politique, si j'ose dire. Le Mercosur est un accord qui, à la base, est un accord de commerce uniquement, mais qui devient un accord de commerce très tenté, en fait, d'une veine de gauche. Et va venir regrouper les territoires les plus grands de l'Amérique latine, déjà le Brésil avec ses 200 millions d'habitants aujourd'hui, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, qui sont des nations qui vont vouloir en fait se développer à l'intérieur. Donc, on est sur une taxe un arancel extérieur commun, donc une taxe extérieure commune qui va être quand même assez haute et des taxes totalement réduites ou réduites au minimum à l'intérieur donc de l'accord d'association. La grande avantage, enfin la grande modernité de cet accord du Mercosur, c'est que le Mercosur c'est l'un des premiers qui a établi donc un système douanier commun, donc on voit à peu près clair dans cette région quand on a décidé de faire une importation d'un produit d'un secteur spécifique. Donc, on peut voir plus ou moins clair dans la réglementation. Ensuite, on peut se dire que c'est un objectif, si ça c'est votre objectif, c'est un objectif non négligeable. On est sur une consommation possible à hauteur de pratiquement 300 millions d'habitants sur la 5e économie mondiale et la zone la plus riche en ressources naturelles et la plus biodiverse du monde. Et c'est une région qui va venir attirer énormément, si vous voulez, d'investissements étrangers directs, justement parce qu'il y a une énorme richesse, spécialement dans tout ce qui est les viandes, les volailles et tout ce type de produits si vous voulez, qui font partie du secteur premier. Alors, le Mercosur, relation avec la France, nous avons une toute petite partie des relations du Mercosur avec la France à hauteur de 1438 millions
de dollars, de US dollars en exportation en 2020 et des importations. La France n'est pas la première, n'est pas le premier rang des exportateurs vers le Mercosur, mais a une place quand même qui est non négligeable, surtout dans le secteur des viandes, on va le voir. Ensuite, il faut penser à une troisième partie, c'est l'Amérique andine. Ici, vous êtes sur le garde-manger de l'Amérique latine. Donc là, ici, nous sommes sur des économies agro du secteur dit premier. On va en discuter, mais ici, nous sommes sur des économies qui sont beaucoup plus développées au niveau de l'agriculture, mais qui restent quand même en voie de développement, si j'ose dire, et où là, on a beaucoup de, disons, nouvelles opportunités actuellement. On est sur l'organisation la plus ancienne, mais c'est l'une des plus ouvertes de la région, parce que c'est l'une des seules qui a été capable de signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, nous avons un accord en 2013 qui a été signé, qui est un accord tripartite entre la Colombie, le Pérou et l'Union européenne, accord auquel s'est rajouté ensuite l'Équateur et qui permet en fait une rentrée avec taxes, à partir des taxes zéro, c'est-à-dire qu'on va venir taxer in crescendo, enfin in decrescendo si je veux dire. Il y a un calendrier pour détaxer les différents produits jusqu'à 30 ans. On parle d'une signature en 2013 et l'objectif c'est que tous les produits des deux régions puissent arriver à taxe zéro à l'horizon de ces 30 ans-là. Donc, on a commencé déjà par détaxer certaines choses. Je vais vous le montrer pour la Colombie, un exemple. Mais cela nous permet en fait d'évaluer les possibilités de rentrer sans taxe si l'on évoque donc cet accord-là. Ensuite, oui, l'importance de ceci, c'est que nous sommes sur une balance commerciale du secteur primaire où l'agricole est très, très fort. Donc, on est sur des exportations à 47%. Et sur des importations, surtout à tout ce qui est le matériel, les machines, les installations, les bâtiments, à hauteur de 45% aussi. Donc, c'est une balance qui est quand même assez, disons-le, équilibrée, mais où surtout l'agro a une partie quand même assez intéressante. Passe à la suivante. Oui. Alors, SICA, c'est le système d'intégration de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Le SICA, c'est le deuxième groupement d'intégration des Amériques qui a réussi à avoir un accord avec l'Union européenne. Ils l'ont fait même avant la CAN, donc la communauté andine. Et l'intérêt de cet accord, c'est que cet accord est multipartite. Donc, va nous permettre de dépenser. Et on passe à la suivante. Va nous permettre de penser donc à toutes ces économies en fonction de la clause de la nation la plus favorisée dont je vous parlais, où vous allez pouvoir rentrer en fonction de l'accord d'association avec l'Union européenne avec vos produits et pouvoir évoluer vers les autres différents accords.
parce que la SICA a des accords avec les différentes régions, avec les différents pôles, et ça facilite en fait les exportations vers les autres différentes régions en fait des Amériques, avec des taxes réduites ou avec des taxes zéro. Donc c'est plus une plateforme qui permet en fait de réduire les coûts pour exporter sur les différentes autres régions des Amériques. Et finalement, vous allez avoir, on va passer, si tu veux, l'Alliance du Pacifique. C'est un peu la perle du Pacifique. C'est le dernier accord, enfin, c'est le dernier groupement en date. Le point avec ce groupement-là, c'est que nous sommes sur les États, si tu veux revenir un tout petit peu en arrière, le slide avant, on est sur les États les plus développés économiquement de l'Amérique latine. Donc, on est sur le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili. Et on est sur une association qui est beaucoup plus libre et qui ne se met en place qu'uniquement pour le développement commercial ou pour le développement industriel. Donc, on avance, si tu veux. On est sur des investissements très facilités sur la 8e économie mondiale et sur le 36% du PIB de l'Amérique latine. Donc, on est sur une région, une zone qui va permettre en fait des investissements faciles et qui va tout faire pour faciliter l'entrée donc de vos produits. Alors, on peut revenir maintenant à comment ça se décline sur les différents États. On va commencer par la Colombie. Et on va commencer par la Colombie. Hop, je suis trop loin. Voilà. C'est bien, merci. Alors, la Colombie, donc, la Colombie est la porte d'entrée de l'Amérique latine. Si tu veux, on revient tout petit peu au slide d'avant. La porte d'entrée de l'Amérique latine, pourquoi? Parce que vous êtes juste après le Panama, dans le canal des Panama. On est sur une entrée à l'océan Pacifique, donc un accès à l'océan Pacifique, à la mer des Caraïbes, à l'Atlantique, qui vous permet en fait des voies de communication qui sont privilégiées dans ce pays. Alors ensuite, dans la diapo suivante, vous allez voir que ça en fait nous permet d'avoir plusieurs accès. On est sur 4 ports majeur, un port à Buenaventura pour tout ce qui vient du Pacifique, de la Chine, plus exactement, et des ports qui vont recevoir plus tout ce qui est les exportations venues d'Europe qui se trouvent dans la Caraïbe, donc Barranquilla et Santa Marta. Nous sommes sur un pays qui vient d'avoir signé ces accords de paix, parce que ça, c'est une qui revient assez souvent. Donc, les accords de paix ont été signés en 2016 et un processus donc, de réinsertion de tous les différents acteurs du conflit s'est enclenché depuis. Ce qui fait qu'on est dans un pays qui commence à s'occuper davantage du développement commercial, du développement industriel, etc., qui avait été un peu ralenti, un peu endormi, si vous voulez, justement à cause de la crise. On est sur une économie ouverte qui s'est ouverte depuis les années 90. Et qui a mis en place en fait des systèmes qui permettent d'avoir un système résilient des fluctuations de la monnaie, par exemple, qui lui permet d'avoir une certaine stabilité, quoique dépréciée en ce moment à cause de la crise du Covid, mais c'est une monnaie qui ne va pas
chuté, par exemple, d'une manière très grande. Pour indication, on est sur 4300 pesos pour un euro, ce qui veut dire que vos investissements en ce moment sont fructifiés par 4000 fois, si j'ose dire. Et c'est une monnaie qui va passer par la valeur dollar. Ça, en fait que, bon, on est un peu dépendant de la fluctuation du dollar, mais c'est une monnaie qui reste quand même assez stable, qui n'a jamais eu des chutes très importantes. En termes d'autres infrastructures, vous allez avoir des infrastructures plus du commerce international, comme les 16 zones franches, qui vous permettent en fait d'opérer depuis la zone franche avec une réduction d'impôts, avec des facilités pour pouvoir rentrer, opérer temporairement, par exemple, vous inscrire sur les listes des investisseurs, vous inscrire sur les listes des importateurs très facilement et je vous dis avec des réductions d'impôts. On est sur un pays qui a plusieurs aéroports internationaux et des réseaux routiers assez conséquents, très bon dans le premier et le deuxième réseau routier. Ensuite, on discutera, parce que c'est l'un des défis de ce pays, le réseau routier beaucoup plus, alors l'équivalent, si vous voulez, des départementales en France. Alors, la situation sanitaire est plutôt gérée. La Colombie est le premier pays à avoir fermé ses frontières en Amérique latine. Il l'a fait en mars 2020, dès que les premiers cas ont commencé en fait à apparaître. Et c'est l'un des pays qui se garde le plus prudent en termes en fait de la gestion donc, de cette crise sanitaire. Alors, pour ce qui est que de l'utilisation de la surface du sol, nous sommes sur un pays avec, qui jouit d'une variété d'écosystèmes assez importante. Donc, vous allez avoir la montagne, vous allez avoir la mer, mais vous allez avoir aussi la plaine. Et tout cela favorise les différents types de cultures qui vont permettre en fait un développement des cultures différentes toute l'année. Vous allez avoir des fruits toute l'année, comme vous allez avoir du soja ou comme vous allez avoir du maïs tout au long de l'année dans toutes les différentes régions. Cela fait que l'agriculture est par exemple très sectorisée. On ne va pas avoir des saisons, on va avoir des secteurs. Ce qui va vous permettre en fait de voir à un an quand vous allez avoir des investissements dans un secteur spécifique, si vous êtes dans l'agriculture. Parce que vous allez pouvoir savoir très clairement que la région est en train de développer ce type de stimulus, par exemple, à l'agro. Alors, nous sommes un agro au 5% du PIB et au 20% de l'emploi national. On est sur 43 millions d'hectares qui sont adaptés à l'agriculture, ce qui a fait penser à la FAO que l'on est le 7e pays le plus en vue pour pouvoir devenir le garde-manger du monde. Nous sommes sur 7 millions d'hectares cultivés et 31 34 destinés au pâturage et une production nationale de 75 milliards de pesos. Vous avez vu qu'il faut diviser par 4000
des productions nationales, en fait, entre ce qui a à voir avec l'agro. L'agro s'exporte en Colombie et on est sur plus ou moins 9 millions de dollars en 2019. Les destinations sont variées. Pour ce qui est de l'agro, on est surtout en fruits et légumes en Europe. En France, beaucoup en fruits et légumes. Et pour ce qui est de la viande, on est plus en Asie et dans les différentes destinations en Asie, en Afrique et aux États-Unis. Voilà. Très bien. Pour ce qui est de la filière bovine, nous sommes sur 23,4 millions de têtes, étant le quatrième plus grand cheptel bovin d'Amérique latine. Les races sont celles que vous avez là, le Cebu et le Brahman colombien qui sont reconnus comme de haute qualité. La concentration de la production se trouve dans les régions qui ont beaucoup d'espace, mais aussi dans les régions qui permettent aussi d'aller dans une sorte d'industrialisation et automatisation, dont Antioquia par exemple. Et pour les espaces, on est sur Córdoba, qui est une région dans le nord de la Colombie, Casanare, qui appartient à la plaine orientale, Meta et Caquetá, qui sont dans ces régions-là aussi, et qui permettent en fait des conditions assez traditionnelles de développement de cette filière. On a enclenché, si j'ose dire, le pas sur la production des viandes propres et biologiques. Il reste énormément de choses à faire et c'est dans le développement plus de l'automatisation du traitement de la viande que se trouvent les opportunités aujourd'hui pour coopérer avec ces secteurs-là. Est-ce que tu peux préciser peut-être, Andrea, quelle est la taille des opérateurs, des acteurs majeurs de la filière bovine? Est-ce qu'on est sur des grands groupes qui sont intégrateurs et qui mènent vraiment la chaîne de valeur de la production de céréales jusqu'à… Oui, je viendrai. On va passer, si tu veux, au slide d'après. Suivant. Sur le port après. Suivant. Oui, non, mais suivant. Là. Non, encore. En arrière. Encore. Voilà. Non. Avant ou après? La suivante. La suivante. Alors, là, celle d'avant. Voilà. Nous sommes sur des importateurs qui sont des importateurs à la base colombiens, mais qui sont des importateurs qui ont joué à des joint ventures, si tu veux, avec des acteurs européens, par exemple. Tu as des énormes distributeurs comme Calypso del Cargo, ou Éxito, que vous connaissez bien, qui fait partie du groupe Casino. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est ce type de taille d'importateur que vous allez avoir là. Quel que soit le type d'élevage, parce qu'on était sur les bovins tout à l'heure, que ce soit… Oui, parce que là, si tu veux, quand on va avoir les chiffres, on va avoir les chiffres les unes avec les autres qui sont complétés en fait. Tu vas pas avoir forcément un importateur des viandes, tu vas pas avoir forcément les chiffres disséminés. D'accord. On reviendra sur, par exemple, crustacés. Alors, hop. Je reviens sur celle-ci. Oui. Donc, parmi les opportunités,
je disais, la Colombie a enclenché le pas à tout ce qui est que l'industrialisation. Je vais en parler à la fin, mais une industrialisation, une automatisation de la filière, de toute la filière bovine, porcine, de tout le secteur en fait des viandes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte à FEDEGAN, qui est donc la fédération qui s'occupe de la viande bovine, mais on s'est rendu compte aussi à toutes les différentes fédérations liées à l'agro que pour que l'on puisse être beaucoup plus performant en Colombie pour l'export, que l'on puisse être représenté à l'international, il faut que l'on puisse garantir la traçabilité, par exemple, de l'origine de la viande, que l'on puisse garantir aux Européens que la viande vient effectivement de tel endroit, de la Colombie, etc. Et que cette traçabilité, par exemple, n'existe ou existe difficilement parce que les conditions restent très traditionnelles, les conditions d'exploitation. Donc, pour cela, il existe donc dans les opportunités aujourd'hui des besoins d'équipement, des besoins de solutions informatiques pour permettre cette traçabilité-là, des besoins également dans la construction et l'exploitation des différents bâtiments, par exemple, dans l'équipement. De plus en plus d'exploitants agricoles se font accompagner par les gouvernements et notamment maintenant en sortie de Covid, il existe des opportunités, en fait, des différents projets du gouvernement pour pouvoir relancer le secteur, quoi qu'il n'a pas été très affecté, mais il y a eu beaucoup de pertes en fait au niveau de l'emploi. Donc, pour relancer tous ces secteurs-là, il y a beaucoup de budgets différents des différentes régions ou départements pour pouvoir accompagner le développement de cette industrialisation del campo en Colombie. Donc, on est sur des opportunités en termes donc des solutions de systématisation, des solutions pour l'équipement des bâtiments et des solutions pour garantir aussi la chaîne du froid. Donc, tout ce qui est que les solutions pour les entrepôts frigorifiés, pour le transport des viandes surgelées, pour surgeler la viande, les différentes techniques, par exemple, on en a besoin. Et vous le voyez là dans le graphique, c'est très intéressant parce que vous êtes sur 83% des besoins d'équipement actuellement en Colombie pour pouvoir développer cette filière à un niveau qui soit un niveau international. Voilà. Donc, ces besoins-là et ces opportunités-là pour ce secteur-là. Bien. Donc, pour ce qui est du secteur… Avant d'enchaîner sur la filière porcine, peut-être qu'il y a des questions sur la filière bovine. Surtout, n'hésitez pas à intervenir et à écrire vos questions ou à demander la parole. Là, je ne vois pas de questions qui viennent pour le moment, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Très bien. Pour ce qui est de la filière porcine, on est sur une augmentation en fait de pratiquement 6% dans la production et des prix qui se sont vus à la hausse en fait. Pendant le mois de juillet, c'est-à-dire là, on était en pleine crise, mais on est surtout sur des prix qui, là, on est sur une photo à l'instantané, mais on est sur des prix qui vont en augmentation en fonction de l'augmentation également de la qualité garantie de la viande. Alors, pour la suivante, pour ce qui est de l'importation, nous sommes sur des acteurs
très grands du secteur, donc notamment Almacén Éxito, comme je vous le disais, qui eux garantissent en fait la commercialisation jusqu'au point de vente. Donc ils sont à la fois importateurs et à la fois ils vont venir garantir toute la chaîne jusqu'au point de vente. C'est un peu les caractéristiques, le profil, si j'ose dire, des différents importateurs dans cette filière-là. Pour ce qui est que des produits qu'on importe, alors on est sur de la viande à 97 000 tonnes, sur des morceaux à 3 000. Et on est déjà sur des produits préparés avec des quantités un peu plus petites pour un total de 101 759 tonnes l'année dernière. Allez. Pour ce qui est des importations, alors on importe surtout des sous-produits. On avait importé aussi surtout du préparé et aussi des médicaments, donc tout ce qui est dans la pharmaceutique pour traiter les différents exploitations qui, encore une fois, deviennent de plus en plus modernes et modernisées. On est sur une chute de 40% dans la même période entre janvier et juillet de l'année dernière, mais là, ça ne veut rien dire parce qu'on était en pleine crise du Covid. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que le prix est très, très rattaché au prix du maïs et qu'on est sur des prix qui sont relativement bas parce qu'il y avait une surproduction et que là, ça a permis en fait que les prix ont pu se stabiliser à la consommation interne. La suivante. Avant de passer à la filière avicole, j'aimerais revenir sur la filière bovine. On a une question de Cécile. Est-ce que tu as des informations sur la production laitière? Oui, elle vient. Est-ce qu'il y a des opportunités pour cette filière? Un fromage, un crème, mais on arrive, on est un peu plus loin. Si tu veux, on avance, Karen, si tu veux, jusqu'à le lait. Donc, vous êtes devant la filière lait, qui est une filière en croissance, qui est une filière en hausse des prix, sauf, bien entendu, pour la période janvier à juillet de cette année. On est sur une filière qui importe beaucoup des produits issus de lait. Donc, beaucoup de crème, beaucoup de fromage, beaucoup de pâtes préparées à l'issue des crèmes, par exemple. Et on est dans une filière qui va in crescendo en termes d'importation. Elle grandit. On ne va pas dire que de 20% parce que vous le voyez là, mais elle grandit quand même en fonction en fait de l'offre. Alors, nous sommes sur des grandes entreprises qui peuvent faire disons l'affaire, si j'ose dire, en termes des interlocuteurs valables, comme la coopérative Aculanta, qui est donc l'une des plus grandes entreprises de Colombie. C'est un exploitant qui fait toute la chaîne et qui va être intéressé, par exemple, à des développements de joint ventures, ou
des achats directement pour la partie, pour le sous-secteur haut de gamme de son offre. Gloria Colombia qui va faire la même chose, Savannah Lac qui est déjà beaucoup plus dans la région de Bogota, Cundinamarca, etc. et qui fait du court-circuit, si j'ose dire. Alors, pour ce qui est de quelques exemples, vous allez avoir des entreprises que vous connaissez bien qui sont là-dedans, en Colombie, comme Danone, par exemple, qui est en Colombie depuis 2007 et qui, en achetant une entreprise qui était colombienne, a pris la main sur la production des produits déjà yaourt, déjà préparés. Vous avez les autres exemples là-dedans. Donc là, on est sur cette évolution-là de la filière lait. Donc, ils sont autosuffisants en production de lait en Colombie, du coup, parce que s'ils n'importent que les produits finis, il y a quand même besoin de lait localement. Où en est la production locale? La production locale est quand même relativement autosuffisante et en fait, l'intérêt, c'est qu'ils importent vraiment que les produits qui sont au-delà. Transformés. Transformés. Ouais, oui. Donc, on était sur la filière avicole qui a une croissance en termes de production qui est quand même assez relative, si j'ose dire. Une évolution des prix qui est quand même assez importante, de 25% à peu près, en 3 ans. Et puis des variations assez intéressantes sur la même période, spécifiquement dans le prix de la volaille. On passe à la suivante pour les faire un peu plus vite parce que sinon on ne va pas finir. Production des œufs en unité, on est sur une production qui va in crescendo. Pourquoi? Parce qu'on est sur une production qui est en train de comme je disais, de se systématiser, qui est une production qui s'ouvre en fait. Donc, et ça arrive beaucoup en Amérique latine, étant le produit le plus le moins cher, si j'ose dire, ça va permettre en fait une consommation locale qui va être assez importante. Voilà. Pour ce qui est que les différents défis, nous sommes sur surtout des défis et des opportunités dans la pharmaceutique pour travailler sur les solutions aux différentes maladies, les grippes aviaires, la salmonelle et la maladie de Newcastle, et trouver surtout des alternatives qui n'utilisent pas des produits dérivés des antibiotiques. Voilà. Pourquoi? Parce que la norme internationale commence à être très exigeante. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer de partir dans le sens du bio et du naturel et que l'on veut pouvoir en fait s'inscrire sur la vraie norme. Et on a des opportunités, des défis aussi, hein, tout ce qui a à voir avec cette gestion automatisée de la filière pour son pouvoir et tout ce qui vient avec, comme le nettoyage et les infections. Donc, tout ce qui est que les produits désinfectants de ce type d'installation sont à l'ordre du jour pour les investissements aujourd'hui. Tous ces besoins là en équipement, en automatisation ou les besoins en phytosanitaire, enfin santé animale, nutrition animale, ça passe forcément par des appels d'offres où on peut traiter et répondre directement aux demandes des opérateurs. Comment ça se passe? Alors, ça se passe de la manière suivante. Souvent, les différents opérateurs vont être stimulés, si j'ose dire, par les différents gouvernements
pour faire des partenariats publics-privés. Donc, il y aura des programmes et ils vont vouloir rentrer dans ces programmes-là. À ce moment-là, la jonction s'est faite d'entreprise à entreprise. Vont aller chercher en fait les prestataires et on va présenter un dossier où on présente les garanties. Bien entendu, quand on présente une garantie moi je vais prêter mes services, par exemple des nettoyages, en accord avec cette entreprise en Europe, c'est un gage de qualité et ça permet en fait, c'est bien aussi pour les différents investisseurs. Cependant, ça passe pas uniquement par des appels d'offres, ça va surtout venir en business to business et ensuite on va présenter conjointement, si j'ose dire, le dossier. On a des questions qui arrivent. Une question de Marie. Bonjour, est-ce que les filières porcines et avicoles en Colombie sont à la recherche d'équipements technologiques pour la gestion des lots en bâtiment? Ça, c'est la première question. Je te laisse répondre à la première question. Je vais te donner la deuxième après. Alors, l'eau en bâtiment, oui. Cela veut dire le traitement des eaux, la désinfection des eaux et ensuite le fait de pouvoir s'en débarrasser, si j'ose dire. Oui, tout ce traitement, toute cette chaîne de traitement fait l'objet effectivement d'appels à propositions, mais qui ne sont pas forcément des appels d'offres auprès des gouvernements. C'est plus, on en a besoin pour les différents secteurs industrialisés, pour les différentes entreprises. D'accord? Comment peut-on être au courant de ces besoins, de ces opportunités? Enfin, évidemment, avec une force commerciale sur place qui prospecte et puis qui va au contact de ces opérateurs. Oui, mais en même temps, on peut suivre, par exemple, les différentes opportunités qui sont publiées par le gouvernement. Donc, en ce moment, si on va sur la page de ProColombia, ProColombia, c'est un peu l'organisme en Colombie qui s'occupe de promouvoir tout ce qui est les investissements dans ce pays. Donc, si l'on y va, on va voir qu'il y a différents plans d'action. On s'y perd un peu, des fois. C'est le seul risque, mais on peut faire en fait un suivi de ce type de plans, des projets, des offres. Et à la suite, on choisit toujours, on a toujours des partenaires plus ou moins privilégiés. Et puis, c'est le moyen de suivre ce type d'appel et d'opportunités, oui. Cependant, ça, c'est ponctuel. Il y a des opportunités cadres, comme le plan Vallejo, par exemple, qui sont des opportunités, sont en fait des sortes de mécanismes qui permettent une entrée dans le système commercial en garantissant, par exemple, une baisse d'impôt ou une exemption complète d'impôt à l'importation. D'accord. Il faut savoir si notre produit, notre ligne, notre secteur peut rentrer dans ce qui est demandé pour ce secteur-là, enfin pour ce programme-là. Donc, il y a des accords cadres et il y a des programmes qui sont ponctuels dus à la conjoncture. Mais pour l'agro, il y en a énormément parce qu'il y a un développement qui est important à faire. Donc, oui, c'est un suivi qu'il faut pouvoir faire. La deuxième question de Marie, toujours, ces acheteurs potentiels, ces groupes qui ont ces besoins en équipement technologique, sont-ils sensibles à la technologie elle-même, qui parfois est donc plus chère, ou font-ils plutôt des choix plus simples d'équipement en fonction d'un prix plus faible? En gros, est-ce que le prix joue un rôle primordial et décisif, ou est-ce que la technologie et la facilitation de travail priment? Non. En Amérique latine, il faut un juste équilibre. Ça, c'est un peu bateau, mais il faut essayer de trouver un juste équilibre entre technologie. Entre innovation et prix.
et prix. Parce que les Latino-Américains sont extrêmement sensibles au prix. Tous, tous, tous. On est tous un peu, encore une fois, c'est un peu bateau, parce qu'on est tous un peu sensibles au prix. Mais en Amérique latine, c'est très particulier parce que, bon, on essaie de trouver toujours un peu le juste équilibre. On ne sait jamais, en fait, si l'investissement est à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans. Ça a répondu à votre question, Marie? Je pense que oui, oui, ok. Donc, on va passer au thème suivant. Alors, pour l'aquacole, on est surtout... Alors là, ici, vous allez avoir, vous voyez parfaitement, les différents acteurs. Vous pouvez aller les voir. Donc, c'est les différents exploitants, mais c'est aussi les éventuels partenaires que vous pouvez aller chercher carrément dans cette filière-là. Il y a un sous-secteur de cette filière qui est une grosse expansion depuis un moment, c'est le sous-secteur des crustacés qui focalise beaucoup l'attention en fait disons du gouvernement pour le développement, crustacés en production, mais aussi crustacés comme un hub, utilisant la Colombie comme un hub, c'est-à-dire en importation pour réexporter, pour réacconditionner, etc. Donc, ça reste une niche. Et c'est surtout, en fait, un marché en devenir parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui appellent à être, disons-le, investis. Voilà. Donc, vous avez là les chiffres. Je ne vais pas les relire, mais c'est un secteur qui est encadré par l'État en termes de santé, de tout ce qui a à voir avec, qui est très surveillé, si j'ose dire, et qui est en voie de développement et très stimulé, en fait. Donc, il y aura beaucoup d'investissements à faire là-dedans et ils sont prêts à acheter. Voilà. Alors, des exemples, parce qu'il y avait une question sur les aspects réglementaires. Si vous êtes exportateur des prémices d'aliments, par exemple, vous êtes sur des taxes d'exportation, d'importation à 10% en taxe fixe. Mais en Colombie, il faut savoir qu'il y a aussi des taxes qui peuvent varier. Ça dépendra du type donc, de votre importation. Là, pour les prémix d'aliments, nous sommes sur une taxe fixe uniquement à 10%, sur une TVA de 5%. Et sur une facilitation d'accord en fonction de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, pour la France, à 3,8%. Ce qui veut dire que vous pouvez vous rentrer par la taxe de 10 ou vous réclamez de la taxe de 3,8. Mais c'est là, évidemment, il faut savoir si on rentre dans les différents critères de l'organisme qui établit la taxe, qui est la DIA. Okay? Mais sachez qu'il y a une facilitation, en fait, en fonction de ces accords, et c'est pour ça que la signature de ces accords devient intéressante pour certains produits lorsque l'on est en train de rentrer surtout en agro et surtout en pharma. Et quand vous êtes sur des substituts du lait, par exemple, on est sur un 5% des fixes, sur une taxe d'importation variable, il n'y en a pas, un 5D plus en TVA, et sur un 0% pour substituer des laits pour l'alimentation des veaux, par exemple, en fonction de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Alors, ensuite, je vous répète, il faut réévaluer au cas par cas pour savoir si mon produit rentre là-dedans. Mais on peut tenter le coup, si j'ose dire, de rentrer par ce cas-là. D'accord?
quand on parle des résidus, par exemple, des déchets d'industrie alimentaire ou d'aliments préparés pour animaux, donc tout ce qui est l'alimentation animale, préparation pour l'alimentation des animaux, on est sur une taxe d'importation à 15%, mais il peut y avoir une taxe variable jusqu'à 27%, dépendant encore une fois du type de traitement, une TVA à 5%, et pas du tout des accords. Ah oui, des taxes, vous ne pouvez pas demander des taxes spécifiques en fonction de l'accord avec l'Union européenne. Si l'on est sur du lait, sur des œufs et sur des dérivés, vous l'avez là, on est sur 15% des taxes d'entrée normales. On est sur une taxe d'importation variable à 15% également, donc vous pouvez demander l'une ou demander l'autre. Et vous pouvez aussi accéder à une taxe à 0% en fonction de l'accord. Pardon, je me trompe. Non, vous avez une TVA. Vous avez une TVA au lait, aux œufs et aux dérivés de 0%. Vous ne pouvez pas demander la taxe en fonction de l'Union européenne. Elle ne sera pas plus basse que celle que vous avez déjà en taxe d'entrée. Et vous êtes sur des délais d'instruction des dossiers de 1 à 6 mois. En fait, on ne parlera pas d'homologation des produits, on parlera d'autorisation de mise sur le marché. Et pour chacun de ces différents produits, vous allez avoir différents types de démarches. Donc, vous l'avez pour les prémix, vous allez avoir 3 démarches spécifiques auprès des autorités. Ça, également pour les substituts du lait et pour tout ce qui est des résidus et déchets des industries alimentaires et des préparations pour animaux, d'alimentation pour animaux, vous allez avoir jusqu'à 6 démarches à faire. Mais cela ne veut pas dire que vous allez avoir 6 démarches. Cela veut dire qu'en fonction de votre demande d'autorisation de mise sur le marché, vous allez avoir les 3 réglementaires ou vous allez avoir une de plus, que ce soit pour les conditions phytosanitaires, par exemple, quand on parle des médicaments, quand on parle des produits qui peuvent affecter donc, la santé des animaux. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple donc de la partie de la réglementation. Alors, si l'on passe au Brésil rapidement. Oui, le temps file à une allure. On a encore beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'accélérer le pas un petit peu. Je suis désolée, exactement. Mais sinon, on va terminer à 18h. Ou demain. Demain. Alors, donc, au Brésil, nous sommes sur 20% du PIB, d'autres types d'exploitation agro. Au Brésil, l'agronégoce qui est donc destiné à l'exportation, dont l'autorité est une autorité spécifique qui s'appelle le MAPA et qui garantit, et qui, en fait, est l'autorité la plus, qui a le plus de pouvoir, si vous voulez, des pouvoirs décisionnaires, et une deuxième autorité, un deuxième type d'agriculture qui est l'agriculture familiale, qui dépend d'une autorité qui s'appelle la MDA. C'est une exploitation qui est très dépendante des importations d'engrais et c'est une agriculture qui est très dépendante aussi des questions de régularisation des terres qui datent d'une réforme agraire, de réforme foncière qui n'est résolue depuis des années. Donc la terre appartient et non aux gens et en ce sens, il est très fluctuant en fait l'investissement en fait en agriculture. Pour cela, ce qui est à préférer, c'est à coexploiter en fait avec des exploitants qui se trouvent déjà dans l'agro-négoce. On peut passer?
Alors, la composition des importations, on a surtout du porc producteur pure race, surtout du lait modifié et non modifié, et des produits comme le fromage et des issus du lait comme les pâtes. On a eu également un très grand développement en filière poules pondeuses entre 2018 et 2019 à hauteur de 14 milliards de dollars en importation. Voilà. En ce qui concerne l'importation, par exemple, des porcs reproducteurs, là, on parle d'animaux vivants ou de génétique? Là, on est sur oui, on est sur les deux, mais on est sur parce que là, on est sur deux sous-secteurs. En fait. Les porcs producteurs ici, on est sur des animaux vivants et cependant, on va classer issus de la génétique les génisses, en fait, les truies. Oui, les produits génétiques. Oui. C'est une autre classification, en fait. On va la classifier plus en produits génétiques. Alors, pour ce qui est des opportunités, on vient d'augmenter l'importation du blé à 0% sur des produits qui viennent de l'extérieur du Mercosur. Et cela à hauteur de 450 000 tonnes jusqu'en novembre 2020. On vient de ratifier donc le protocole de Nagoya qui va venir faciliter en fait l'exportation de tout ce qui est dont tu viens de parler, les produits in vitro par exemple pour le développement, les semences et les ressources génétiques. Et ça va garantir en fait le développement de ces exportations-là parce que ça permet en fait de garder une garantie de non-exploitation illégale. Voilà. Nous avons des facilitations sur l'enregistrement de ces biofertilisants qui sont très importants au développement de l'agriculture puisqu'il y en a un besoin énorme en ce moment et des délais d'approbation tacites, c'est-à-dire qu'avant on était sur des délais de 1 à 6 mois pour les différents produits phytosanitaires en passant par le ministère de la Santé. Mais aujourd'hui, en fonction de la loi de libération économique, mais aussi de la crise Covid, on recherche une sorte d'efficacité pour pouvoir partir à l'export. On va venir dernièrement réduire les délais d'approbation, donc ça facilite en fait l'entrée des phytosanitaires, va le réduire entre 1 à maximum 2 mois et demi. Alors, si la différence, c'est que si l'IBAMA, l'Anvisa ne se prononce pas contre, on peut garantir. Donc, c'est plus tacite aujourd'hui. Les nouvelles opportunités, les marchés de niche sur les hauts de gamme de l'agro, qui cette fois-ci est peu sensible au prix. Et les différents produits déjà transformés qui peuvent être utilisés dans la cosmétique. Et je vais transformer oui et non parce que aussi les substances naturelles qui peuvent être utilisées pour la transformation sont aussi les bienvenues dans ce contexte-là. Voilà. Vous allez avoir ici, pour ce qui est de l'élevage, donc une tendance à la densification de l'élevage, c'est-à-dire que de plus en plus, il y en a
plus de têtes de bovins à moins de mètres carrés. Donc, on est sur une systématisation de l'exploitation bovine. On parle d'une rationalisation en fait de la gestion des animaux et des pâturages et on est en train de parier sur l'automatisation et le traitement intelligent en fait de toutes ces exploitations-là. Vous allez avoir une participation donc des viandes de bovines à hauteur de 15% sur le commerce mondial, de la volaille à 15% également et du porc à hauteur de 3%. Voilà. Alors, ça on l'a déjà dit. Ah, tu en as parlé tout à l'heure. On passe au Mexique ou... Oui, on passe au Mexique. Est-ce qu'il y a des questions avant cela sur le Brésil peut-être? Alors, on enchaîne. On enchaîne. Donc, le Mexique n'est pas autosuffisant en termes de production, en élevage, pardon. Le Mexique, l'agro va venir faire 4% du PIB. C'est très réparti, si vous voulez, entre une production de céréales à 50% de la production agricole et un 30% qui va venir occuper la place d'élevage qui va venir occuper la place. Alors, beaucoup d'importations, surtout d'œufs, etc., venus des États-Unis et du garde-manger qui est un peu plus bas de tout ce qui a à voir avec l'Amérique centrale, aussi, dont je vous ai parlé. Le Mexique est très, très, très ballotté par la réalité géopolitique. La proximité avec les États-Unis fait qu'aujourd'hui, c'est très incertain, par exemple, pour ce qui va se passer avec le commerce à la suite des élections, mais également sur la passe d'armes géopolitique avec la Chine. Je vous en parlerai sur les perspectives. Alors, dernièrement, donc, également, les Mexiques ont fait l'objet des créations de nouveaux comités, des nouvelles normes, des nouvelles règles des États-Unis qui essayent en fait de réduire les importations des fruits, des périssables, de tout cela. Et là, en fait, c'est une opportunité pour les acheteurs, par exemple, parce que le Mexique essaye de trouver d'autres associés autour du monde. Alors, le Mexique, les perspectives sont à la baisse pour cette année. Surtout une croissance négative, une croissance de moins de 9% que je me suis laissé dire est équivalente à la croissance négative que va avoir la France cette année aussi pour cause du Covid. On va passer à la suivante. À celle d'avant. Avant et après. Celle d'après, alors. Voilà. La suivante. Alors, pour ce qui est de l'élevage, vous avez les races que vous avez là. Alors, très localisé aussi. Le Mexique est un territoire où vous allez avoir des régions dédiées surtout à l'élevage. Et dans le nord, qui est très proche donc, de la frontière avec les États-Unis, vous allez avoir les races venues d'Europe. Vous allez avoir les Heifers, les Angus, les Charolais. Et au centre, vous allez avoir tout ce qui est dédié à la consommation du territoire mexicain qui est composé par des races plus, ce qu'on appelle le criollo. C'est une race qui a été importée par les Espagnols à l'époque et les Zébus, qui sont des races qui se développent là dans le centre. Pour ce qui est que dans la production laitière, vous avez les deux races que vous avez là. Également, très, très destinées
spécifiquement le Holstein à tout ce qui est commercialisation et les criollos pour la consommation donc de la population du territoire. On est sur une présence de développement de la structuration industrielle à une structure intégrée et qui est un nouveau modèle qui va venir s'imposer après le modèle de Maquila, qui était un modèle par lequel on importait la matière première, on fabriquait à grande échelle au Mexique et qui permettait en fait de réexporter déjà comme modèle traité directement dans les différents autres États, notamment aux États-Unis. Ça avait fait le modèle économique du Mexique pendant une période et ça est en train d'évoluer. L'exportation, l'élevage au Mexique, c'est un élevage qui s'exporte, la viande s'exporte, les niveaux de traçabilité sont très importants parce que c'est un État qui a des accords avec les plus grands de la planète. Donc, c'est un État qui a des niveaux d'exigence en termes de traçabilité qui sont très, très importantes et qui sont très surveillées par l'État. Donc, c'est une filière qui est une filière de qualité. Et c'est une filière qui, si vous voulez, va venir se développer de plus en plus. Elle va in crescendo, si j'ose dire. Suivant, donc pour ce qui est que de la filière porcine, on est sur des exportations en croissance et sur des niveaux accumulés du prix qui sont surtout en croissance aussi, mais que ça soit aussi pour la consommation interne comme pour l'exportation. Ils sont très axés sur l'importation. Ils importent encore beaucoup, ils importent des matières premières, ils importent aussi en génétique, par exemple, énormément. Parce que l'objectif est en fait développer la filière exportation, si vous voulez. Voilà. Suivant. La volaille. Alors, on est sur des importations à la baisse et un prix, si vous voulez, à la hausse aussi. Alors, on est sur une production qui s'est trouvée excédentaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges pendant le confinement, mais c'est une exportation qui va venir en fait être repris par la consommation. Vous voyez, la consommation apparente est très importante. Et ça se verra reflété dans la suivante diapo, également aussi sur la consommation des œufs. Ils importent des œufs, des produits issus des œufs, mais parce qu'ils consomment énormément aussi. Et cela est dû et expliqué par le prix unitaire qui est bas, malgré le fait qu'on est sur un produit qui est en constante augmentation à l'unité et qui se voit très affecté en fait par les fluctuations internationales. Voilà. Voilà. Alors, la tendance de la filière élevage et je dirais de l'agro en Amérique latine à 5 ans est un changement des modèles. Alors, la CEPAL, donc l'Organisation des Nations Unies, qui s'occupe de tout ce qui est que l'Amérique latine et les Caraïbes, s'est dit inquiète pour une sorte de changement de paradigme qui consiste en une séparation de l'Amérique latine en deux Amériques latines. Une Amérique latine dans l'agro qui va venir, c'est
industrialiser de plus en plus et qui va venir perfectionner toutes les différentes chaînes de production, qui va venir systématiser davantage, de plus en plus. On parle d'une Amérique latine, du Mexique, d'une Amérique latine du Brésil, d'une Amérique latine du Chili, où les filières agro vont venir en fait se perfectionner. C'est une Amérique latine qui ne va pas être, qui va essayer de sortir de la pression de ces jeux des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine. Et la deuxième Amérique latine est l'Amérique latine qui est en train de subir la pression de l'achat chinois en masse, qui est une Amérique latine en fait qui s'intéresse à pouvoir produire pour exporter vers la Chine parce qu'elle l'exporte en quantité. Et ce qui est exposé par la CEPAL est qu'on est sur une Amérique latine qui est en train de se reprimariser. Donc là, on est sur un agro qui va redevenir beaucoup, c'est-à-dire que les territoires sur lesquels l'élevage et l'exploitation céréalière, par exemple, étaient en train de se réduire jusqu'à présent, vont avoir tendance à se réamplifier. Donc, on va assister à une sorte de reprimarisation, on va redevenir beaucoup plus agro, donc on va recultiver, on va permettre en fait à l'élevage, par exemple, et à la culture de se positionner sur des territoires où il l'était plus. Donc, une grande opportunité effectivement d'investissement dans les deux sens. Avec des prix peut-être plus intéressants pour ceux qui sont dans les bâtiments, dans l'industrialisation des différentes exploitations. Et dans l'autre sens, pour ceux qui sont plus dans la génétique et dans par exemple, la traçabilité, dans l'amélioration des cultures, etc., pour cette deuxième Amérique latine qui aura tendance à se reprimariser. Et il faut dire que ces mouvements sont accompagnés par les gouvernements. Donc, les gouvernements vont venir aussi, et c'est là où il faut que l'on fasse un plus de la veille, c'est qu'on va pouvoir identifier les opportunités où le gouvernement va dire, ah oui, pour pouvoir répondre à la demande chinoise sur le soja ou le maïs, on met sur la table tant de millions de dollars. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir prendre des opportunités, si j'ose dire, en ce sens-là. Alors, il y en a d'autres. Et avec ça, on va terminer. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui sont des possibilités cadres, comme je disais tout à l'heure, les zones franches, les différents mécanismes pour attirer les investisseurs. C'est le moment d'agir parce qu'on est sur des conjonctures dans lesquelles les gouvernements sont en train de mettre énormément d'argent sur la table, ils ont emprunté, ils se sont endettés pour pouvoir en fait aider surtout la filière agro à relancer surtout la partie emploi, surtout la partie développement territorial. Et là, à ce moment-là, c'est le moment en fait de vendre, si j'ose dire. Ce qu'il faut savoir pour l'Amérique latine, ne l'oubliez surtout pas, c'est qu'il ne faut pas prendre l'Amérique latine comme une Amérique latine, une seule. Il faut penser les pays au cas par cas. Il y a des opportunités, il y a des accords cadres, il y a des zones franchies, il y a des différentes stimulations à l'importation, des taxes zéro, etc. Pays par pays, branche par branche et même produit par produit. Donc, analysez bien d'une manière la plus fine possible votre offre, vos possibilités, voir vraiment là où vous pouvez vraiment aller chercher le mieux et prendre le temps. Donc, voir les aspects réglementaires,
il faut en tenir compte. Il faut prendre le temps, il faut tirer vraiment les petites ficelles parce qu'il y en a énormément d'argent sur la table en ce moment et il y en a énormément d'acheteurs qui veulent aujourd'hui se développer ou dans un sens ou dans l'autre. En ce sens, et là, on revient sur ce qu'on se disait, la différenciation s'établit, et je le répète, c'est très important, dans la capacité à trouver un équilibre entre le prix et la qualité. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est bien. Il y aura des secteurs pour lesquels la qualité, sans penser au prix, est très importante, mais l'équilibre avec le prix est quelque chose qui est très regardé. Déjà, quelque chose, une note qui est quand même très optimiste, l'origine européenne est déjà un atout. L'origine française en est déjà un considérable. Vous pouvez en prendre, tirer vraiment profit de tout ça parce que, par exemple, pour la partie phytosanitaire ou médicaments, ce type de choses, on est sur des délais, par exemple, qui sont réduits si l'origine des produits est européenne. Donc, des atouts considérables à pas tenir compte, mais surtout à bien analyser. C'est important de pouvoir avoir éventuellement un relais local. Il faut avoir une conscience aussi, surtout de l'investissement, non seulement en argent, mais surtout en temps, en connaissance de chaque ficelle, parce que c'est important de pouvoir en fait bien saisir non seulement le marché comme ça, en faisant un dossier, mais surtout la manière de négocier avec les Latino-Américains. Il faut y aller doucement, mais doucement, je ne veux pas dire qu'il faille mettre des années, je veux dire qu'il faut être capable de bien comprendre les différents enjeux. Donc pour ça, effectivement, j'avais une question sur les relais locaux. Il vaut mieux prendre un relais local qui est pignon sur rue, qui connaissent bien le système et qui sachent surtout négocier et qui s'engagent pour vous. L'avantage, c'est qu'en Amérique latine, vous allez avoir des gens qui vont s'engager, qui vont travailler, qui vont vraiment aller négocier avec tout. Ils vont s'impliquer pour le... Oui, c'est ça. Qui vont aller avec tous en oubliant en fait, voilà, Rigido ou compagnie. Donc, si vous avez l'opportunité de trouver quelqu'un qui a et la connaissance et les compétences de négociation, c'est un véritable atout. Vous avez déjà un très important, c'est cette origine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On est arrivé à la fin de ce webinaire. On a dépassé le temps un petit peu. J'en suis navrée. Moi aussi. Si vous n'avez... Merci Andrea pour ton intervention. Si vous avez des questions ultérieurement, on est à votre entière disposition, évidemment, pour y répondre. N'hésitez pas à contacter Isabelle, votre chargée d'affaires, et Andrea. C'est très facile d'organiser des visios ou des conf calls pour voir avec vous quelles sont les solutions par rapport à vos profils, vos activités sur l'Amérique latine. Je vous ai mis ici les coordonnées d'Isabelle et les miennes. Les coordonnées d'Andrea, vous les avez plus haut au début. Ici, vous avez les coordonnées de nos collègues en CCI en Bretagne qui sont là pour vous aider notamment sur les aspects techniques et réglementaires. Et puis, bien sûr, vous retrouverez cette présentation et ce podcast sur le site de Bretagne Commerce International, sur l'onglet BCI Info. Vous trouverez la présentation et le podcast. Merci à toutes et à tous pour votre participation, votre attention pour ce webinaire. À très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, on reste à votre entière disposition. À très bientôt.